Alors, bonjour tout le monde. Je veux juste vous dire, on va commencer dans une minute, juste pour laisser temps à tout le monde de se connecter. Donc, merci d'être là. Puis encore, juste une petite minute. OK. OK. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je viens de voir, il y avait une main levée, mais on l'a baissée. C'est correct. Oui. OK. Alors, on peut commencer officiellement. Je vais vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire en français sur les abeilles indigènes du Canada. Moi, je m'appelle Annie Belair. Je suis la réviseure francophone pardon, de la Fédération canadienne de la faune. Et puis, c'est moi qui vais être l'animatrice aujourd'hui. Tout ce que je vais faire, en fait, c'est, je vais bien sûr laisser la parole à notre conférencière, mais c'est moi à la fin qui va lire les questions. Alors, la façon dont on va procéder, notre conférencière va faire sa présentation. Puis, pendant ce temps-là, si vous le voulez, vous pouvez nous envoyer des questions écrites avec la fonction questions et réponses de Zoom. Alors, si vous amenez votre curseur par-dessus l'image, vous allez voir la petite fonction Q&A si votre Zoom est en anglais. Alors, avec ça, vous allez pouvoir écrire vos questions. Puis, après la présentation, ce qu'on va faire, moi, je vais les lire. Puis, Cécile va pouvoir les répondre. OK? Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencière. Son nom, c'est Cécile Antoine. Elle est étudiante au doctorat en biologie à l'Université d'Ottawa. Puis, Cécile, merci beaucoup d'accepter de partager ta passion avec nous aujourd'hui. Et puis, c'est ça. Alors, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste partager mon écran pour commencer le slideshow. Est-ce que c'est bon? Parfait. Merci Annie pour la petite présentation. Je vais juste vous dire quelques mots sur moi. Alors, comme vous l'entendrez sûrement dans la manière dont je parle, je viens de la France. Je suis venue ici au Canada pour faire mon doctorat à Ottawa, à l'université, dans le lab de Jessica Forrest. Avant ça, en France, j'ai fait un diplôme d'ingénieur agronome où j'ai étudié les sciences agricoles et environnementales. Et j'ai commencé à faire des stages dans des associations d'apiculteurs. Et c'est ainsi que j'ai découvert le monde fascinant des abeilles. D'abord en étant introduite aux abeilles domestiques, mais par la suite, j'ai appris qu'il existait une immense diversité d'abeilles sauvages qui sont tout autour de nous. Et alors, je me suis passionnée pour elles, suffisamment pour en faire le sujet de mon doctorat. Donc aujourd'hui, c'est d'elles dont je vais vous parler, celles que vous pouvez voir sur les photos de couverture. Et ensuite... voilà. Donc, vous la reconnaissez sûrement, c'est l'abeille qu'on voit partout. C'est celle dont tout le monde parle et tout le monde pense quand on dit le mot abeille. C'est l'abeille domestique, du nom scientifique Apis mellifera. Elle est aussi appelée communément l'abeille mellifère, l'abeille à miel. Et c'est une espèce européenne qui a été introduite au Canada dans les années 1600 pour la production de miel. Et je vous en parle parce que c'est une abeille, c'est une espèce qui est des plus connues, mais je ne vais pas vraiment me focaliser dessus pour cette présentation. Je vais plutôt vous parler des espèces sauvages natives du Canada. La plupart des idées préconçues qu'on a sur les abeilles sont que ce sont des insectes noirs et jaunes, volants, qu'elles piquent, mais elles fournissent aussi du miel et de la cire. Ces idées qu'on a sont vraies concernant les abeilles domestiques, mais il y a
il existe des milliers d'abeilles sauvages et contrairement à ce que l'on pense, elles ne font pas toutes du miel. Elles ont des couleurs extraordinaires et sont en fait très peu agressives. Et elles ont aussi pour certaines une vie solitaire. Donc, dans le monde, il y a plus de 20 000 espèces d'abeilles et c'est un groupe très, très diversifié. Au Canada, on en a environ 900. Et juste en comparaison, pour dire, il y a environ 5400 espèces de mammifères dans le monde, environ 11 000 espèces d'oiseaux, et les abeilles sont 2 fois plus nombreuses que les oiseaux en termes de diversité. Il y a encore certaines espèces qui sont découvertes par les scientifiques, notamment dans des régions vraiment très reculées ou les zones tropicales. Comme c'est l'exemple de l'abeille la plus grosse au monde qui a été redécouverte récemment. Comme vous pouvez le voir sur la photo à gauche, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir mon curseur, mais on peut voir cette abeille en comparaison avec l'abeille domestique en termes de taille. C'est une très grosse abeille. Dans la photo du dessous, il y a une petite abeille orange. C'est la plus petite abeille au monde. Comparativement, sur la photo, on peut voir qu'elle est minuscule comparée à la tête d'une autre abeille, qui est une des plus grosses au monde. Puis ensuite, sur les photos sur la gauche, c'est vraiment pour montrer la diversité des formes et morphologies des abeilles sauvages. Juste pour aborder la distinction entre les abeilles et les mouches, un bon moyen de distinguer une abeille, c'est de regarder les ailes. Parce qu'une mouche, elle a une paire d'ailes, tandis que les abeilles en ont 2. Et ensuite, les yeux et les antennes diffèrent entre les deux. Les mouches ont des yeux assez collés, tandis que les abeilles ont des formes plutôt rondes et des antennes assez longues. Une caractéristique importante pour les abeilles, elles ont des poils branchus sur tout le corps ainsi que sur les pattes. Et leurs pattes sont légèrement modifiées pour retenir le pollen sur le corps. L'alimentation des abeilles se compose essentiellement de nectar et de pollen provenant des fleurs. Le nectar est riche en sucre, c'est un carburant pour les adultes, tandis que le pollen constitue la ressource en protéines et vitamines et minéraux indispensables pour la croissance des larves. Les pollinisateurs ont développé des comportements et des morphologies spécifiques pour être plus efficaces à récolter le nectar et le pollen. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces photos, elles ont comme des paniers sur les pattes qu'on appelle des corbeilles ou des scopas selon les espèces. Certaines, comme la photo du milieu ici, l'abeille a une brosse ventrale, donc elle va collecter le pollen sur son ventre et non pas sur ses pattes. Puis certaines espèces ont la langue plus ou moins longue, leur permettant d'atteindre le nectar qui est sécrété dans des fleurs à tubes plus longs ou en corolle, tandis que d'autres ont la langue plus courte et vont surtout sur des fleurs qui sont plus ouvertes. Un comportement typique de certaines espèces est la pollinisation vibratile, appelée buzz pollination en anglais. Comme vous pouvez le voir sur la photo du haut à droite, en fait, de par leur taille et leur puissance, les bourdons sont le parfait exemple. Ils sont utilisés dans les serres pour la production de tomates, aubergines, poivrons, la même famille de plantes. Et c'est un type de pollinisation pour lesquels ce type de pollinisation est nécessaire. Et les bourdons et d'autres abeilles, en fait, elles attrapent les anthères de la fleur et font vibrer la fleur en battant des ailes, ce qui permet de libérer le pollen, comme on peut le voir sur la photo en haut à droite. Et c'est un comportement essentiel pour certaines fleurs, pour leur pollinisation. Il y a beaucoup d'animaux et d'insectes qui peuvent être classés comme pollinisateurs. Comme vous pouvez le voir sur les photos à droite de la présentation, les plus connus sont les colibris, les papillons, les mouches, mais aussi les abeilles. Elles
ils sont plus ou moins spécialisés à certaines plantes ou certaines fleurs, ou voire même certaines familles botaniques. Et pour les abeilles aussi, il existe une grande variabilité dans le choix des fleurs. Certaines abeilles vont être plutôt généralistes et vont se nourrir de pollen de plein de fleurs différentes, alors que d'autres ont un régime plus restreint, on les appelle spécialistes, comme par exemple ces abeilles qui sont spécialistes des courges, qu'on peut voir souvent dans les fleurs des courges. Donc les abeilles ont des modifications du corps, notamment la longueur de la langue, comme j'ai déjà cité, les modifications des pattes, les poils, les couleurs, la taille du corps. Ça fait d'elles un pollinisateur remarquable, en plus de leur comportement. Et vous allez vous dire, pourquoi les fleurs veulent-elles attirer ces insectes? Eh bien, pour la pollinisation. La pollinisation, elle est définie comme le transfert de pollen produit par les anthères des étamines, donc les organes mâles, jusqu'aux stigmates de la fleur, les organes femelles. Et on veut, pour la plupart du temps, que ce soit sur une fleur différente, d'où l'utilité d'avoir un vecteur de pollinisation d'une fleur à une autre. Beaucoup d'animaux sont classés en tant que pollinisateurs, mais les plus remarquables, comme je le disais, ce sont les abeilles, de par la présence de leurs poils branchus qui accrochent le pollen sur leur corps. Celles-ci utilisent des récompenses telles que le nectar, ainsi que des signaux floraux des fleurs qui attirent les insectes. Et pour les plantes, ça permet de réaliser leur reproduction et la production de fruits. Les pollinisateurs sont souvent associés avec le service qu'ils fournissent, notamment les bénéfices pour l'homme. Même s'il est difficile d'estimer la valeur économique d'un tel service, il équivaut à des milliards de dollars par an, car les pollinisateurs et surtout les abeilles permettent la reproduction de 90% de plantes à fleurs, et environ 3/4 des cultures sont dépendantes plus ou moins de cette pollinisation par les animaux. Un exemple typique ici avec les photos d'un petit déjeuner avec et sans pollinisateur, avec à gauche, puis sans pollinisateur. Et vous pouvez voir qu'il y a sans pollinisateur, il n'y a plus de café, plus de chocolat, plus de noix, plus de fruits et légumes, moins de lait aussi. Et il reste essentiellement les céréales qui sont pollinisées par le vent. Donc, c'est juste pour montrer l'impact et l'importance des pollinisateurs aussi pour notre alimentation. Un sujet qui a été pas mal médiatisé depuis les années 2000, c'est le déclin des abeilles. Donc, voici ce que l'on sait. En 2006, les apiculteurs ont sonné l'alarme et ont alerté les politiques et les médias parce qu'ils constataient des mortalités importantes de leurs abeilles domestiques sur leurs ruchers. Ils retrouvaient des tapis d'abeilles mortes ou bien au contraire des ruches qui étaient vides de leurs abeilles. Elles avaient toutes disparu. Et ces observations se sont faites plus ou moins simultanément dans plusieurs pays en Europe et en Amérique du Nord. Et les apiculteurs aussi ont constaté des mortalités de 30% par an contre 10% naturellement. Donc, elles avaient triplé et aussi avec une diminution de la production de miel. Donc, toutes ces observations ont été faites et on a nommé ces symptômes le syndrome de l'effondrement des colonies d'abeilles ou Colony Collapse Disorder en anglais. Et ça a permis de communiquer énormément sur les problèmes que les abeilles domestiques rencontraient, que les apiculteurs pouvaient réaliser. Et en fait, ça a soulevé la question de savoir les dangers pour les abeilles sauvages.
Est-ce que les abeilles sauvages connaissent les mêmes déclins? C'est une question assez difficile à répondre du fait du manque de données historiques. Il y a peu de bases de données qui permettent de comparer avec les années 1950, par exemple. Donc, il y a peu de données sur le long terme pour comparer. Mais certaines études, comme une étude qui s'est passée en Angleterre et Pays-Bas, ont comparé des périodes avant et après 1980 et ont observé une diminution de la diversité, voire des extinctions locales de certaines espèces. Globalement, on sait aussi que les espèces de bourdons se sont éteintes localement ou sont en danger d'extinction à certains endroits en Amérique du Nord, par exemple. Et certaines espèces aussi subissent une contraction de leur distribution. Donc, naturellement, ils ont une aire de répartition qui est grande, par exemple, sur une carte des États-Unis. Bien, on observe depuis quelques années une contraction de leur étendue et ça soulève des questions sur leur conservation. Globalement, on peut dire qu'il y a une perte de la diversité, même si c'est difficile d'estimer à combien de pourcentage. Et on estime que la cause réside dans des interactions multiples entre plusieurs facteurs limitant les populations, tels que l'urbanisation, l'agriculture, le changement climatique, les parasites, les espèces invasives et surtout les interactions entre ces facteurs. Ce qui m'amène à ma question de recherche de mon doctorat. Je m'intéresse aux facteurs limitant les populations d'abeilles sauvages et je m'intéresse plus particulièrement dans les fermes de la région d'Ottawa. Et personnellement, je m'intéresse aux abeilles qui nichent dans le sol, mais je vais y revenir dessus pour vous expliquer un petit peu les différences. Alors, vous vous demandez sûrement, je vais juste revenir là-dessus. Vous vous demandez sûrement pourquoi les fermes, parce qu'il est crucial de protéger les abeilles sauvages sur les terres agricoles où le besoin en pollinisation est plus important, notamment pour produire des fruits et légumes pour l'alimentation humaine. Puis, je vais commencer par donner quelques informations sur le cycle de vie des abeilles. Tout d'abord, la plupart des espèces sont solitaires. Donc, en fait, les femelles c'est surtout les femelles qui vont s'occuper de créer leur nid et de pourvoir pour leur descendance. Donc, dans le cycle de vie que vous pouvez voir ici, à l'émergence, donc après l'émergence qui se passe soit au printemps, soit en été selon les espèces, il va y avoir la reproduction avec les mâles, puis les femelles vont commencer à créer leur nid et butiner pour en fait récolter le pollen qui va servir d'alimentation pour leurs larves. Donc elles iront visiter énormément de fleurs pour faire leurs cellules comme on peut le voir sur la photo ici. Elles vont faire leur petite boule de pollen, le mélanger avec un petit peu de nectar et ensuite elles vont pondre un œuf dessus et fermer leurs cellules qui va constituer leur nid. Et juste en termes de clarification sur le vocabulaire, donc les abeilles vont pondre des œufs sur leur pollen, sur leur réserve en pollen, qui va se transformer en larve, qui va ensuite se métamorphoser en pupe avant d'émerger au stade adulte. Ce cycle de vie peut être plus ou moins long. Il peut durer 1 an, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un hiver qui peut passer avant que l'adulte émerge. Mais ensuite, la période d'activité de l'adulte est en général assez courte par rapport, en comparaison par exemple avec les abeilles domestiques qui sont actives, elles, à l'année longue. Ces abeilles solitaires, en général, n'ont une activité que de quelques semaines et pendant lesquelles elles vont
approvisionner leur nid, pondre des œufs, puis les adultes, les mâles et les femelles vont mourir et les œufs vont se développer, puis vont peut-être passer l'hiver dans le stade de pupe. Certaines espèces sauvages sont sociales. Donc, il n'y a pas que des espèces solitaires, il y en a aussi des sociales, comme les bourdons, qui vivent au sein d'une colonie où la reine est responsable de la ponte des œufs, puis ensuite les tâches sont partagées entre les individus suivant un comportement coopératif. Donc, les ouvrières vont s'occuper à la fois de l'élevage des larves et de l'approvisionnement de la colonie en nourriture. Les abeilles sont également diversifiées en ce qui concerne les modes de nidification, les habitats et les matériaux qu'on utilise pour la construction du nid. On peut les classifier en 3 catégories. La première avec les abeilles cavicoles qui nichent dans des cavités dans le bois, dans les murs, dans les pailles aussi, certaines même dans des coquilles d'escargot, elles ont besoin de matériaux pour créer les parois comme des feuilles, de la terre, de la résine. Ensuite, on a les abeilles terricoles qui nichent dans le sol. Elles représentent environ 3/4 des espèces et elles creusent des galeries où elles vont pondre des œufs dans le sol. La dernière catégorie concerne le groupe des abeilles qui sont parasites et qui ne vont pas construire de nid, mais plutôt pondre dans celui des autres, ce qui est un comportement un peu similaire à l'oiseau coucou. C'est pour ça aussi qu'on les appelle des abeilles coucou. Et donc, moi, je vais me concentrer un petit peu plus sur les abeilles terricoles qui nichent dans le sol. Je m'intéresse plus particulièrement à elles parce qu'elles représentent les 3/4 des espèces sauvages, mais paradoxalement, on connaît pas très bien les besoins de ces abeilles pour la nidification. Par exemple, quel type de sol elles préfèrent, on sait un petit peu les différentes architectures de nid, mais il y a tellement une variété d'espèces qui nichent dans le sol qu'on ne connaît pas les préférences de chacune des espèces sur leur habitat qu'elles préfèrent, par exemple, ce qui est important pour pouvoir les préserver et les conserver tout autour de nous. Les espèces cavicoles, donc celles qui nichent dans les cavités, ont été un petit peu plus étudiées en sciences parce qu'on peut utiliser des hôtels à abeilles pour les étudier. Donc, moi, je veux comprendre pourquoi ces abeilles terricoles choisissent de nicher là où elles nichent, là où elles creusent des trous, quelles caractéristiques les attirent, est-ce qu'elles préfèrent du sol nu ou du sol végétalisé, quelle texture de sol elles aiment, est-ce qu'elles aiment plutôt un sol sableux, plutôt un sol argileux. Donc, toutes ces questions, je m'y intéresse globalement. Et pour vous donner quelques informations supplémentaires, voici un exemple d'un nid dans le sol, en commençant par le monticule qui sort de la terre. Donc, toutes les espèces n'ont pas forcément un monticule, c'est pour ça que ce n'est pas facile de pouvoir les observer, mais certaines, on peut voir comme sur la photo, ont un petit monticule et des fois on peut les voir sortir de leur nid. Ensuite, elles ont une galerie principale plus ou moins longue, en moyenne de environ 18 à 20 cm dans le sol, avec des galeries latérales pour le cas sur le dessin en construction. Certaines galeries sont complètes avec des cellules au bout de leur galerie. C'est le terme utilisé, dans lequel on a en fait la réserve en nourriture et un œuf que la femelle a pondu. Elles ferment ensuite leurs cellules, d'où la petite paroi que l'on voit.
Et ces réserves en pollen sont aussi appelées des fois du pain d'abeille. Et enfin, on peut voir sur la cellule du bas que l'œuf s'est développé déjà en larve. Donc ça, c'est pour donner un peu une idée globale de ces nids dans le sol, vu qu'on ne peut pas vraiment les voir à l'œil nu. Et mes questions de recherche reposent donc sur les potentiels facteurs limitants dans les fermes. Et il peut y avoir différents facteurs. Il peut y avoir les ressources en nidification, comme les caractéristiques du sol, les ressources florales, donc quelles fleurs, est-ce que certaines fleurs limitent les populations d'abeilles? Est-ce qu'il y a besoin de plus de fleurs, de plus de diversité de certaines fleurs spécifiques? Il y a aussi les ennemis naturels. On connaît peu de choses sur les prédateurs, les pathogènes, les parasites et les maladies de ces populations d'abeilles. On a de plus en plus de recherches qui est effectuée entre les parasites des abeilles domestiques qui sont parfois transférés aux parasites des abeilles sauvages. Et puis ensuite, plus spécifiquement sur les fermes, on se demande quels sont les effets des pratiques agricoles, puis notamment pour les abeilles terricoles, quels sont les effets des travaux du sol sur ces abeilles. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur leur descendance? Quel est l'effet de la rotation des cultures, des pesticides, etc. Et premièrement, j'ai décidé de m'intéresser plus particulièrement aux caractéristiques du sol pour savoir lesquelles vont influencer, voire même attirer les abeilles terricoles. Et pour cela, j'ai conduit de la recherche dans des fermes tout autour d'Ottawa. Et mon but était notamment d'essayer de trouver des nids dans le sol. Et c'est vraiment une tâche bien plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Donc voici quelques photos de nids que j'ai pu observer, notamment ici sur la photo avec le pied de courge. On peut voir des trous au niveau des pieds des courges. C'est en fait des nids d'abeilles, des squash bees, des abeilles spécialistes des courges, comme je vous ai montré une photo un petit peu avant dans le slideshow. Donc, on peut comparer la taille de ces trous avec cette pièce de monnaie que j'avais laissée sur le sol. Ces trous sont assez larges. Ce sont des espèces, ce sont des abeilles qui sont quand même de taille relativement grande. Mais imaginez pour des abeilles qui sont toutes petites, en dessous de 1 cm, c'est vraiment difficile de pouvoir les observer. Sur la photo de gauche, on peut voir un petit monticule. J'ai pu observer certaines abeilles dans un verger de pommes, mais en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment très difficile de trouver des nids juste en cherchant à l'œil nu. Donc, j'ai un peu changé mes méthodes. Mais juste pour revenir sur l'importance pour moi de travailler sur des fermes, c'est vraiment de promouvoir les communautés d'abeilles sauvages pour être capable de les protéger et de les conserver. Parce que l'agriculture peut avoir des impacts négatifs du fait de l'intensification des pratiques agricoles, notamment avec l'agrandissement des parcelles, la diminution des haies, des bois autour des parcelles, la diminution de la diversité des plantes sur les zones agricoles, la diminution de l'habitat, ce qui est un facteur vraiment majeur pour les communautés d'abeilles. Mais l'agriculture peut aussi avoir des effets positifs, notamment dans les fermes qui sont diversifiées, qui maintiennent de l'habitat naturel. Et c'est un espace assez ouvert avec beaucoup de ressources disponibles qui peuvent attirer beaucoup d'espèces sauvages. C'est pour ça que je me suis vraiment concentrée dans des fermes plutôt de fruits et légumes autour d'Ottawa. Et j'ai capturé la communauté entière d'abeilles sauvages en utilisant des pièges plutôt que d'essayer de trouver les nids parce que j'ai trouvé ça vraiment une tâche quasiment impossible. J'ai échantillonné la communauté d'abeilles sauvages pendant 2 ans sur d'abord 15 fermes, puis ensuite 30 fermes en 2018 et 2019 autour d'Ottawa.
Puis, j'ai utilisé des pièges comme en fait les bols que vous pouvez voir sur les photos ici. Ce sont, en fait, j'ai voulu capturer la communauté globale pour avoir une idée de la présence de telle ou telle espèce dans l'environnement immédiat. Ces pièges sont une technique assez standard utilisée en entomologie. Ce sont des bols de couleurs remplis d'eau avec quelques gouttes de savon qui permettent de casser la surface de l'eau. Et le résultat est que quand un insecte se pose sur le bol, attiré par la couleur ou par la forme du bol, il finit par se noyer. Bon, je vous rassure, je capturais seulement une fois par mois pendant 2 jours et j'obtenais seulement une portion minime de toutes les abeilles qui sont présentes. Mais cet échantillon me permet ensuite de tirer des conclusions scientifiques, d'où l'importance aussi de cette étape nécessaire. C'est ensuite un très gros travail de laboratoire derrière cette question de recherche. Après la visite de mes fermes où je posais et enlevais les pièges, je ramenais ensuite les insectes capturés au laboratoire. Je les mettais dans de l'alcool pour les conserver, puis ensuite je les triais pour garder seulement les abeilles parce que je capturais aussi d'autres insectes comme des sauterelles, des mouches. Donc là, je triais tout pour garder que les abeilles. Ensuite, je les épinglais. J'ajoute une étiquette qui me permet de les identifier individuellement. Et ensuite, je les étudie à l'œil, mais aussi sous le microscope pour pouvoir les identifier avec des clés qui existent avec certaines caractéristiques morphologiques. Donc, je suis toujours en cours de l'identification de ces espèces. Pour l'instant, je réussis à identifier une grosse partie au niveau du genre, mais il me reste encore de l'identification à faire au niveau de l'espèce. Ça me permet de connaître la diversité de ces abeilles dans la région d'Ottawa. Et l'anecdote, c'est que du fait de la pandémie, j'ai même ramené les échantillons et le microscope chez moi à la maison. Comme ça, je vais pouvoir sûrement consacrer une bonne partie de mon mois d'août à faire de l'identification. Donc, avec ces photos, vous avez un peu une idée de à quoi ça ressemble une fois que... En gros, une collection d'abeilles, à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble un peu à cette photo sur la gauche que l'on voit avec les abeilles qui sont triées dans des boîtes par genre. Puis même ensuite, par la suite, ce sera par espèce. Et ça permet vraiment aussi d'avoir des spécimens, des échantillons que l'on peut comparer avec d'autres collections ou d'autres terrains qui se font. Par la suite, j'ai aussi fait des analyses de sol. Donc, pour comprendre quelles caractéristiques du sol vont influencer la présence et la nidification des abeilles terricoles, j'ai mesuré plusieurs variables du sol sur les fermes et j'ai fait des analyses de texture du sol. Donc, la texture, qu'est-ce que c'est? C'est la répartition en sable, argile et limon, qui sont qu'on appelle des particules. Et en fait, je m'y intéresse tout particulièrement parce qu'on sait que certaines espèces préfèrent nicher dans le sable. Donc, je voulais voir si ça se retrouvait aussi ici dans la région d'Ottawa. Donc, sur les photos du haut de la diapo, on peut voir les outils que j'ai utilisés pour mesurer des variables du sol. Puis sur les photos du bas, ce sont des photos prises au laboratoire où j'ai fait vraiment les analyses de texture. Notamment sur la photo en bas à droite, on peut voir des échantillons de sol dans des cylindres. En fait, la technique utilisée pour le procédé d'analyse de sol est assez simple. En fait, les gens peuvent même essayer d'appliquer ces méthodes à la maison avec de la terre de leur propre jardin. Il y a des vidéos YouTube qui peuvent le montrer. En fait, c'est vraiment un procédé de sédimentation où on fait reposer l'échantillon de sol pendant plusieurs heures. Pour moi, dans mon cas, c'était dans ces longs cylindres.
À la maison, vous pouvez aussi le faire dans des jarres et voir ensuite, après de nombreuses heures, avec la sédimentation, voir les différentes couches et pouvoir distinguer à peu près les différentes textures et en déduire un certain pourcentage. Donc, ceci me permettait d'avoir à peu près une idée du pourcentage de sable, par exemple, dans les échantillons de sol, dans les fermes autour d'Ottawa. Je ne vais pas vous présenter de résultats vraiment de cette étude parce que c'est toujours en cours. Je suis toujours en cours de faire l'identification. Mais j'ai un autre projet actuellement en cours qui est aussi assez intéressant et rigolo. Je travaille en partenariat avec la NCC autour d'Ottawa. J'ai lancé une expérience pour tester différentes textures de sol. Donc, toujours pareil, essayer de comprendre essayer de voir si certaines espèces vont être attirées plus par le sable ou par du sol plutôt normal que de la terre qu'on peut retrouver un peu partout. Et voir si les abeilles vont nicher dedans. C'est aussi un moyen de pouvoir, si on peut ajouter de l'habitat pour ces abeilles dans des zones naturelles en bordure de la ville. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai différentes boîtes. Celles en noir se situent dans les terres de la NCC du côté d'Orléans. Celles en blanc sont à Kanata. Et j'ai un gradient de sable et de sol, un mélange des deux dans d'autres boîtes. Et donc, j'ai mis en place cette expérience cette année. Et je suis assez excitée parce que j'ai déjà certaines abeilles qui ont commencé à nicher dans les boîtes. Donc, pour moi, c'est vraiment cool de voir ça. J'ai même une colonie, donc des espèces sociales qui ont commencé un nid, ce qui est vraiment assez intéressant à voir. D'autres projets en cours dans le lab. Vous pouvez voir le site internet pour plus d'informations, mais on travaille dans différents milieux. Il y a des projets qui se développent dans le parc de la Gatineau, des projets en ville, des projets dans les milieux alpins dans le Colorado aux États-Unis, à l'exception de cette année parce que cette année on ne peut pas voyager, mais d'habitude ma superviseure Jessica passe chaque été dans le Colorado pour travailler sur des espèces alpines. Puis aussi des projets en laboratoire. J'ai une de mes collègues qui travaille sur la flore microbienne des intestins des bourdons. C'est un projet tout nouveau pour aussi voir l'impact des pesticides sur leur flore microbienne. Je voulais juste donner quelques indications puis vous encourager à faire de la conservation car tout le monde peut aider. Elle commence ici et maintenant en s'instruisant déjà sur les espèces qui forment la biodiversité. Puis elle se poursuit aussi dans vos jardins, dans les produits que vous achetez. Comment agir? Tout d'abord, il est important de défendre les habitats des espèces sauvages car c'est un facteur limitant ces populations d'abeilles. Il est aussi important de supporter une agriculture locale, de petite échelle. Il y a plein de fermiers locaux qui sont très désireux de maintenir leur biodiversité dans leurs champs. J'ai mis quelques photos ici de fermes sur lesquelles je suis allée et qui sont soit bio, soit qui ont des pratiques vraiment IPM, qui font vraiment attention à leurs abeilles. Ensuite, comment agir dans vos jardins en fournissant des ressources florales, des fleurs qui produisent à la fois du pollen et du nectar, mais aussi qui fleurissent à différentes périodes de l'année pour pouvoir apporter de la ressource tout au long de l'année, du printemps et de l'été. Des fleurs qui sont natives et sans pesticides de préférence. Puis pour l'habitat, pour la nidification, comme j'ai commencé un petit peu à en parler, peut-être du sol disponible et non perturbé pour des abeilles qui nichent dans le sol. Je sais que plusieurs personnes ont des bacs avec des plantes dedans et ont observé des abeilles qui nichaient dedans. Donc, ouvrez l'œil dans vos jardins. Il se peut que vous ayez aussi des abeilles qui nichent dans le sol. Ou sinon, aussi des cavités, des pailles, du bois pour les abeilles qui nichent dans les cavités.
comme ces hôtels à abeilles qui sont situés au Fletcher Wildlife Garden et à City Hall. Ils existent un peu partout. On peut même en acheter dans les magasins de bricolage. C'est utile pour promouvoir les populations qui nichent dans les cavités. Vous pouvez les faire vous-même. Il y a plein de moyens sur Internet. Un exemple ici, c'est une diapo que j'ai prise de ma superviseure, mais je trouvais que ça illustrait vraiment bien un changement dans un jardin entre 2015 et 2017 où certaines personnes ont décidé de mettre plein de fleurs et de ressources pour les pollinisateurs. C'est un exemple de très très bon pour la conservation. Et juste pour en terminer là, je veux juste donner des messages clés, revenir sur le fait que les abeilles permettent la pollinisation des fleurs et des cultures destinées à l'alimentation humaine. Il existe une très grande diversité d'abeilles avec environ 900 espèces au Canada, plus de 20 000 dans le monde. Elles ont une grande diversité dans leur morphologie, leur couleur, leur taille, leur type d'alimentation et leur type de nidification. Plus personnellement, je m'intéresse aux questions de recherche sur les caractéristiques de nidification et les préférences pour les abeilles qui nichent dans le sol. Mais globalement, il est important de créer de l'habitat et de fournir des ressources pour mieux conserver ces abeilles sauvages. Je fais mon projet dans le laboratoire de Jessica Forrest à l'Université d'Ottawa et vous pouvez trouver plus d'informations sur son site internet. Et j'aimerais vraiment vous remercier pour votre écoute. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Oh, merci beaucoup, Cécile. Alors, veux-tu... Ben, je peux les lire. En fait, on n'a pas besoin de rien changer. Alors, la première question qu'on a eue, alors c'était plus au début de ta présentation, quand on parlait des problèmes dans les ruches. Alors, on nous demande quel facteur provoque le CCD? De quelle façon cela se produit-il? Quelles étapes interviennent dans le déclin d'une colonie d'abeilles? C'est vraiment une bonne question. En termes d'étapes, je dirais que ça va vraiment varier selon l'environnement de la ruche. Souvent, en fait, ce qui arrive, ça va être que plusieurs facteurs vont être combinés ensemble. Il va y avoir un manque de ressources florales. Souvent, moi, ce que j'ai pu observer sur les ruches, c'est que quand les abeilles reposent seulement sur une floraison, notamment, par exemple, en venant du sud de la France, pendant la floraison de tournesol, il y avait vraiment des gros problèmes, des gros symptômes observés sur les ruches parce que les abeilles avaient essentiellement une ressource florale. C'est aussi des périodes où, au niveau agricole, il y a des pesticides qui sont utilisés, qui vont peut-être affecter les abeilles. Des fois, c'est le climat qui va jouer aussi, qui va peut-être aggraver les facteurs comme la chaleur. Certains parasites, il suffit que les abeilles, les ruches soient sujettes au parasite le varroa, qui est un parasite qui se nourrit dans des larves et des molymphes des abeilles. Tous ces facteurs combinés ensemble vont vraiment affecter une colonie, ce qui peut amener à une forte mortalité des abeilles, voire même à l'effondrement de cette colonie. Ça a été observé assez globalement, ce qui fait qu'il y a plusieurs environnements qui sont sujets à ce syndrome de l'effondrement des colonies. Mais je pense pour moi, ce qui est important, ça serait vraiment de les mettre dans des milieux un peu plus naturels et vraiment vérifier qu'elles aient beaucoup de ressources florales autour d'elles, ce qui leur permettrait d'avoir une variété dans leur diète et pas forcément d'aller que sur une culture, par exemple. OK, excellent, merci. Alors, prochaine question. On te demande, est-ce qu'une fois que des abeilles solitaires sont installées dans le sol et reviennent année après année au printemps, est-il déconseillé de travailler le sol et de changer une partie des plantations? Alors,
C'est une excellente question. Je m'intéresse beaucoup à ça. C'est vrai que certaines abeilles vont revenir au même nid, puis c'est pas forcément les mêmes abeilles, ça va être la génération suivante, juste parce qu'ils ont émergé de ce nid-là, ils vont y revenir et renicher au même endroit. Et c'est difficile de savoir quelle pratique utiliser. C'est sûr que en bougeant un peu la terre, on risque de les perturber. Mais après, ça dépend, je pense, si c'est dans des bacs à fleurs ou si c'est sur des parcelles agricoles. Je pense que la question est un peu différente. Je ne suis pas sûre de l'échelle à laquelle c'est. Mais ouais, je sais pas, je suis pas certaine d'avoir une réponse vraiment. Je ne sais pas si la perturbation va vraiment les affecter parce qu'il se peut que leurs cellules soient détruites. Mais en même temps, s'il y a vraiment besoin de faire un travail dans le sol à ce niveau-là, ben ces abeilles vont sûrement aller nicher ailleurs, dans un endroit vraiment proche. Donc, je ne suis pas sûre de vraiment répondre bien à la question, mais c'est une bonne question. Merci. Je sais que c'est pas toujours facile, hein? Alors, prochaine question. Est-ce que tu t'es déjà fait piquer? Ah, oui. Si, j'allais dire jamais par des abeilles sauvages. Si, ça m'est déjà arrivé par des abeilles sauvages parce que certaines espèces sauvages sont attirées par la sueur. On les appelle les sweat bees. Puis au printemps, par exemple, à ce printemps, quand je travaillais dehors, j'en avais qui étaient attirées qui venaient se poser sur ma peau parce qu'elles étaient attirées par ma sueur. Et une fois, je n'ai pas fait attention, j'avais pas vu que j'en avais une, puis j'ai replié la jambe ou replié le bras, puis je l'ai senti me piquer. Mais je trouve que les abeilles sauvages ne font pas trop mal comparé aux abeilles domestiques, parce que j'ai travaillé beaucoup en France sur des ruches. Et là, pour le coup, je me suis fait piquer de nombreuses fois parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années, plusieurs étés de suite. Mais on s'y habitue. Il faut juste faire attention à ne pas faire d'allergie. Excellent, tant mieux. Alors, prochaine question. Combien d'œufs peuvent pondre les abeilles qui nichent dans le sol sans vivre en colonie? Alors, on parle ici des abeilles solitaires. Excellente question. Il n'y a pas vraiment de réponse. J'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je sais que elles vont faire plusieurs cellules, pondre plusieurs œufs. Ça peut être entre, par exemple, en moyenne 8 œufs, comme ça peut être bien plus. Ça va dépendre aussi de la durée de vie de l'abeille adulte, si elle est sujette à la prédation, si elle est dans une bonne période et a suffisamment de ressources florales, elle va peut-être construire plus de cellules et pondre plus d'œufs. C'est vraiment dépendant des conditions, parce qu'il y a aussi beaucoup d'abeilles qui sont dans des régions désertiques ou plus sèches. Donc, selon les conditions environnementales, ça varie énormément. Ce qui fait que je n'ai pas de réponse avec un chiffre vraiment à donner, mais ça peut varier énormément pour les solitaires, en tout cas, entre 5 et 12, je dirais. Pour les sociales, ça peut aller beaucoup plus, avec même parfois plusieurs générations dans la même année. OK, merci. Très intéressant. Alors, une autre question. En utilisant vos méthodes, avez-vous pu observer comment les préférences de nidification affectent le nombre d'œufs pondus? Malheureusement, non, pas encore. Justement, c'est une question qui reste largement inexplorée dans la recherche scientifique. Et c'est quelque chose pour lequel j'aimerais bien arriver à avoir des résultats. Avec mon étude, avec les boîtes,
J'aimerais bien savoir combien d'abeilles vont émerger de ces boîtes-là. Mais ça va être difficile. C'est vraiment une question, c'est très difficile de pouvoir répondre à cette question, même avec des études plus, avec des expériences. C'est quand même très difficile parce qu'il faut arriver à faire nicher une femelle à un endroit particulier pour savoir combien d'œufs elle va pondre, puis pour savoir combien vont émerger, combien vont survivre. Donc, c'est vraiment, c'est une question, beaucoup de chercheurs se la posent, mais c'est difficile d'y répondre. En effet. Et une autre question. Ah, que faire pour ne pas se faire piquer lorsqu'une abeille nous tourne autour? Oh, bonne question. Alors, je dirais différents comportements à avoir selon si c'est une abeille domestique. Il se peut... Alors, si elle est en train de défendre sa colonie, c'est tout simplement parce que vous êtes trop proche. Donc là, dans ce cas-là, il vaut mieux s'éloigner de la ruche parce que certaines abeilles domestiques peuvent avoir un comportement un peu agressif proche de leur colonie. Si c'est, mettons, dans votre jardin que vous avez une abeille qui vient vous tourner autour, des fois, elle est juste attirée par une odeur de sucre. Si c'est ensuite des abeilles sauvages comme celles qui sont attirées par la sueur, faut les laisser. Elles sont pas agressives. Enfin, moi, je les laisse se poser sur moi sans problème. Je peux comprendre que certaines personnes aient un peu peur. Dans ce cas-là, il vaut mieux essayer de les faire partir, mais sans mouvement trop brusque. Et je dirais, c'est un peu la même chose avec les guêpes. Tout le comportement à avoir, c'est d'éviter les gestes brusques et un peu agressifs, sinon elles-mêmes vont être un peu plus agressives et vont piquer. Mais la plupart du temps, quand les personnes se font piquer, c'est parce que soit ils ont mis le pied dessus, ils ont marché sur une guêpe ou une abeille, soit ils ont fermé le bras puis elle était... ou, enfin, des fois, c'est juste un malheureux hasard, mais... je dirais, à moins d'être proche des ruches, en général, les abeilles ne piquent pas. OK. On nous demande dans un jardin, quel est l'effet de paillis sur les nids? Bonne question. Certaines, je m'y intéresse un peu en fait quand j'ai développé ce projet en partenariat avec la NCC pour voir un peu les préférences pour les textures de sol. J'aimerais bien continuer ce projet en regardant aussi différentes couvertures de sol. Mettons en laissant les herbes pousser, en mettant du paillis. J'aimerais bien voir un petit peu quels sont les effets parce que en fait, il n'y a pas vraiment d'études qui a été menée là-dessus sur l'impact du paillis sur les abeilles. On sait que certaines vont avoir tendance à préférer nicher sur du sol nu. D'autres aiment, je sais que j'ai déjà entendu dire des personnes qui ont constaté que le paillis avait un effet un peu sur en fait, sur l'émergence des abeilles. L'endroit où ils avaient mis du paillis, elles vont émerger un petit peu plus tôt. Alors, je me dis peut-être que cette couverture de paille permet d'augmenter légèrement la température du sol à ce niveau-là, ce qui fait que les abeilles émergent peut-être un petit peu plus tôt sous du paillis, mais j'en suis pas sûre. Je connais aucune étude qui a été menée là-dessus. Et je pense que c'est une question difficile parce qu'aussi on sait pas forcément très bien si elles préfèrent globalement nicher sous du paillis ou si elles préfèrent un autre habitat. Alors, en effet, encore beaucoup d'études à faire pour connaître les abeilles. Alors, il n'y a plus de questions présentement. Alors, je vais vous laisser quelques minutes encore, voir si quelqu'un veut nous en envoyer une autre. Mais sinon, c'était la dernière. Je vais attendre une minute, OK? Oui.
Cécile, on en a reçu une autre. Est-ce que je... Un instant. Oui. Alors, c'est Dominique qui nous écrit. Je suis enseignante en première et deuxième année en immersion en Alberta. Or, mes élèves et moi projetons de faire un projet au sujet du rôle des abeilles et de l'importance de la conservation de celles-ci. Serait-il possible de partager cette belle présentation? Je vous remercie pour votre considération. Oui, je pense que je peux la partager. Je l'enverrai à Annie et Sarah de CWF et puis je vais sûrement la partager dans un format PDF et ensuite, je ne sais pas comment elle peut être distribuée, soit par les personnes qui ont participé au webinaire, soit sur le site internet, je ne sais pas, mais ça ne me dérange pas de partager. Et je suis très contente de savoir que il y a des projets qui se font aussi à l'école. Bon courage. Oui. Je vais vous dire aussi qu'on a enregistré la présentation. Donc, sûrement qu'on va la mettre, va être affichée en quelque part, c'est sûr. Alors, une autre question ici. Le mâle de l'abeille n'est pas le bourdon, si j'ai bien compris. Pouvez-vous revenir là-dessus un petit peu? Oui, en fait, on mélange un peu les termes entre bourdon qui est le mâle, qui on pense. Le bourdon est une espèce à part entière d'abeilles sauvages. Le faux bourdon est le mâle de l'abeille domestique. Donc le faux bourdon est le mâle pour les abeilles domestiques, pardon, je me répète, mais il a juste une morphologie un petit peu différente des abeilles ouvrières, des abeilles femelles dans les ruches, mais il ne ressemble pas à un bourdon qui est l'espèce sauvage. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile. La difficulté, c'est que les bourdons sont aussi des espèces sociales pour la plupart, ce qui fait qu'on mélange un petit peu, on se mélange des fois un petit peu entre les abeilles et les bourdons. OK. Quelqu'un s'intéresse. Quand anticipes-tu avoir complété ces études? Je suis intéressée à connaître les résultats. Ben merci. Oui, ça sera. Je vais essayer de faire d'autres présentations, puis d'avoir plus, la prochaine fois, d'avoir plus de résultats. Cette année, je travaille encore sur le terrain avec certains projets. Je travaille sur l'identification des abeilles que j'ai collectées sur les fermes et je suis en train de publier un article qui synthétise toute la littérature et les connaissances sur les abeilles qui nichent dans le sol. Donc, c'était vraiment un gros travail. C'est aussi pour ça que je n'ai pas forcément de résultats à apporter tout de suite, mais très bientôt, j'en aurai. OK, alors quelques secondes encore, voir si on va avoir une autre question. OK. OK, alors, je crois que c'est tout. J'allais dire... Oups. OK, je m'excuse. Alors, oui, bon, mais on va remercier Cécile encore une fois. C'était extrêmement intéressant. Puis, en effet, c'est quelque chose, moi aussi, que j'observe de plus en plus. Alors, c'est assez nouveau pour moi aussi, mais j'ai des collègues du Club des naturalistes d'Ottawa qui sont venus chez moi l'année passée puis ont dit « Hey, tu as un nid d'abeilles dans le sol ici. » Alors, il y a des abeilles qui nichent chez moi dans le sol, donc je suis très, très contente. Et puis, alors, on va s'occuper de partager puis tout ça, s'assurer que tout le monde ait accès à la présentation, puis tout ça. Pas d'autres questions? Non. Alors, bon, c'est tout. Alors, je vais vous remercier
d'avoir participé. Et encore une fois, un gros merci à Cécile et bonne chance avec tes études. Merci beaucoup. De rien.